Eh bien, bonjour à tous. Savons-nous vraiment ce qu'est l'esprit critique? Eh bien, si on prend la définition la plus courante que j'ai trouvée sur Wikipédia, l'esprit critique, c'est une démarche de remise en question des opinions, des valeurs, du vocabulaire utilisé, de la représentation du réel, c'est-à-dire les théories. C'est s'interroger sur la qualité intrinsèque, c'est-à-dire le contenu, la forme logique, les faits, sur la source, c'est-à-dire la fiabilité des sources selon leur origine ou l'autorité de la personne, et, et encore sur leur extension, c'est-à-dire leur degré d'universalité. Alors vous voyez que c'est un sujet très vaste, mais qui nous intéresse beaucoup, y compris dans le monde de la santé, où la démarche scientifique, le rationnel, devrait l'emporter, mais on a vu à plusieurs reprises qu'il n'en était rien. Comment se fait-il qu'il existe une telle perversion de l'esprit critique? Alors nous avons besoin de bases pour asseoir notre réflexion. C'est pourquoi nous avons fait appel à vous, Céline Schopfer, Genève Université. Céline, vous êtes en philosophie, vous avez obtenu votre master auprès de l'Université de Lausanne et doctorante actuellement à l'Université de Genève. Et votre recherche porte sur la notion d'esprit critique ainsi que sur les différentes manières dont ce concept est compris et utilisé. Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et nous avons le plaisir de vous écouter. Merci beaucoup pour cette belle introduction et merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais donc partager mon écran et vous demander si vous le voyez bel et bien. Oui, Très c'est bien. parfait. C'est excellent, Ah, madame. c'est parfait, merci beaucoup. Alors effectivement, ma recherche porte sur cette notion d'esprit critique. Tout le monde a le mot esprit critique à la bouche, mais savons-nous réellement ce que veut dire cette notion? Je commence peut-être par un truisme, quelque chose qui fait assez consensus. L'esprit critique, c'est quelque chose de très important. C'est important et alors tout le monde s'en revendique. Et je vous donne que deux exemples. Alors les deux exemples sont français, mais je pense qu'ils peuvent facilement s'exporter un peu partout dans le monde. Le premier, c'était, rappelez-vous, en 2015, quand il y a eu donc ces attentats en France, le président François Hollande en a appelé à l'éducation à la rationalité et à l'éducation à l'esprit critique pour justement limiter le fléau de l'extrémisme religieux. Et quelques années après, on était en pleine pandémie, vous mentionniez tout à l'heure le Covid. Pendant le Covid, Emmanuel Macron, le président français, a mandaté une cohorte d'experts dans le but de trouver des solutions concrètes pour combattre quelque part la manipulation en ligne et toute la désinformation qu'on a pu voir circuler, notamment sur la vaccination contre la Covid. Et dans ce rapport, une des 35 recommandations formulées par cette commission d'experts, c'était de faire du développement de l'esprit critique et de l'EMI, entendez éducation aux médias et à l'information, une grande cause nationale. Donc on voit qu'ici, on a différents problèmes et toujours la même solution. Il faut enseigner aux enfants à penser de manière critique. Il faut enseigner l'esprit critique. Mais alors, on comprend bien que c'est quelque chose d'important, c'est un enjeu sociétal important, mais de quoi s'agit-il exactement? Le problème quand on se penche sur la notion d'esprit critique, c'est pas qu'on manque de définition, c'est qu'on en a beaucoup trop. Alors, l'esprit critique, le terme critical thinking en anglais apparaît pour la première fois en 1910 dans les écrits d'un philosophe et psychologue qui s'appelle John Dewey, qui est américain. Et alors, généralement, quand j'explique ça en conférence et que je dis alors l'esprit critique, le terme est apparu en 1910, alors généralement ça fait bondir parce qu'on m'a dit, mais bien sûr qu'il y avait de l'esprit critique avant 1910, et évidemment qu'il y en avait. Généralement, c'est de bon ton de dire que le premier penseur critique, c'était Socrate avec sa maïeutique, évidemment. Peut-être même qu'il y avait de la pensée critique chez les pré-socratiques. Mais voilà, on n'appelait pas ça comme ça de l'esprit critique. Le terme critical thinking apparaît en 1910. Et donc, la première définition qu'on va en donner, que John Dewey va en donner, c'est examen actif et persistant et attentif de toute croyance ou forme supposée de connaissance à la lumière des motifs qui la soutiennent et des autres conclusions auxquelles elle tend. C'est un effort conscient et volontaire pour établir la croyance sur une base solide de preuves et de rationalité.
Donc c'est une définition qui nous dit plusieurs choses. La première chose, c'est que l'esprit critique, c'est quelque chose qui se fait consciemment, qui se fait de manière volontaire. On ne fait pas preuve d'esprit critique sans s'en rendre compte. Et puis, on voit aussi que la portée, quelque part, de la pensée critique, c'est cette étude du fondement de nos croyances. Nous croyons tout un tas de choses, mais pourquoi les croyons-nous? Est-ce que ces croyances sont établies sur, comme le dit John Dewey, sur une base solide de preuves et de rationalité, ou est-ce que certaines des croyances auxquelles nous tenons reposent quelque part sur des bases plutôt irrationnelles? Donc, au tout début, quand cette notion d'esprit critique apparaît, c'est une invitation à étudier le fondement de nos croyances, la justification de nos croyances. Je vais juste me permettre d'interrompre parce que j'entends des bruits et j'entends ma voix en écho. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui a oublié de fermer son micro? Est-ce que j'ose demander? Merci beaucoup. Hop. Donc après cette apparition du terme dans les années 1910, le terme a vécu sa vie calmement et tout à coup, à partir des années 70-80, alors vous excuserez mes helvétismes, hein, en Suisse on dit 70-80, alors à partir des années 70 et 80, il y a eu vraiment un boom du critical thinking aux États-Unis et ensuite ça s'est transmis également au Canada. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant d'intérêt pour la notion d'esprit critique? Il y a beaucoup d'éléments sociétaux, politiques, pédagogiques qui peuvent l'expliquer. Je vais malheureusement pas avoir le temps de vous expliquer en détail. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je me permets une petite pub éhontée, mais j'ai fait tout un cours avec mon directeur de thèse, Florian Kova, sur l'esprit critique et il est disponible en intégralité sur YouTube. Donc si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qui explique ce boom de l'esprit critique dans ces années-là, je vous invite à aller voir les vidéos. Et donc, à partir de ces années-là, tout le monde a commencé à écrire sur la notion d'esprit critique. D'abord en philosophie et après dans différents champs comme l'argumentation, la psychologie. Mais je m'arrête tout d'abord à la philosophie parce que c'est ma discipline. Il a commencé à y avoir beaucoup de propositions pour enseigner et pour définir l'esprit critique. Je vous donne que quelques définitions. Tout à l'heure, Monsieur le maire nous a proposé une définition qui venait de Wikipédia, sauf erreur, et c'était une très bonne définition. En voici d'autres. On avait tout d'abord en 81 un philosophe qui s'appelle John McPeck qui va nous dire c'est une propension et une compétence à s'engager dans une activité avec un scepticisme réfléchi. Alors on a cette idée d'activité qui est un petit peu floue, et donc on a cette idée d'un scepticisme, un scepticisme qui n'est pas radical, qui n'est pas total, qui est réfléchi. Évidemment, MacPeck explique plus loin dans son ouvrage ce que c'est qu'un scepticisme réfléchi. Cette définition, elle est intéressante parce que c'est le seul philosophe qui va parler de scepticisme en lien avec l'esprit critique. Et on va voir tout à l'heure que dans les visions francophones, dans la conception que nous, les francophones, avons de l'esprit critique, on met beaucoup l'accent sur cette idée de scepticisme. C'est pas tant le cas finalement dans la littérature spécialisée. Ensuite, on a Robert Ennis. Alors, Robert Ennis, c'est un grand nom du mouvement de critical thinking. Et lui, alors, va donner une définition qui va beaucoup être reprise dans la littérature. C'est une des plus connues. Il dit, la pensée critique est une pensée raisonnable et réfléchie qui vise à décider ce qu'il faut croire ou faire. Donc, c'est intéressant parce que depuis Ennis, l'esprit critique devient un processus de décision comme si on avait la capacité de décider de croire. Des fois, on a la capacité de décider et des fois, la croyance, elle est déjà en nous. Donc, des fois, c'est un processus décisionnel et des fois pas. Et donc, Robert Ennis nous propose d'utiliser la pensée critique pour décider ce qu'il faut croire, mais aussi pour ce qu'il faut faire. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, on sort un petit peu du domaine uniquement philosophique, de la contemplation des idées, quelque part. On est vraiment dans quelque chose d'actif. Non seulement il faut décider ce qu'il faut croire, mais il faut également décider ce qu'il faut faire. Ensuite, on a Matthew Lipman, qui est un philosophe très connu dans le domaine de la philosophie pratiquée auprès des enfants. Il a beaucoup écrit sur ces thèmes-là et il a écrit sur l'esprit critique et il a proposé cette définition. La pensée critique est une pensée habile et responsable qui facilite le bon jugement parce que, A, elle s'appuie sur des critères, et là le mot critère renvoie à critique, de esprit critique, elle s'autocorrige et elle est sensible au contexte. Et cette idée d'autocorrection, ça fait appel à ce qu'on va appeler plus tard en psychologie la métacognition, c'est-à-dire je pense à la façon dont je pense. Pendant que je réfléchis, je me regarde en train de réfléchir et éventuellement, je corrige le tir si je me rends compte que voilà, je suis en train de donner la faveur à des croyances qui m'arrangent plus que d'autres, par exemple. Donc il y a déjà cette idée d'autocorrection chez Matthew Lipman en 88.
On a ensuite Harvey Siegel qui va donner une définition très courte, très concise, axée plutôt sur le penseur critique. Un penseur critique est celui qui est sensible aux raisons de manière appropriée. Et Richard Paul qui va plutôt dire que l'esprit critique, c'est une perfection de la pensée. Il va nous dire la pensée critique est une réflexion disciplinée et autodirigée qui illustre la perfection de la pensée, appropriée à un certain mode ou à un domaine de la pensée. Donc là, on voit, on a choisi, je n'ai choisi que 5 personnes, et déjà, on voit que l'esprit critique, ça peut vouloir dire différentes choses. Et puis après, on a la psychologie qui a aussi proposé ses propres définitions, notamment dans le champ de la psychologie cognitive. Et en parallèle, on a l'émergence de la théorie des heuristiques et des biais cognitifs. Aujourd'hui, les biais cognitifs, c'est assez connu et c'est assez lié à cette notion d'esprit critique. Donc, quelque part, différents champs disciplinaires viennent nourrir cette notion de la pensée critique. Et on a de nouvelles définitions qui apparaissent, comme celle de Sternberg, qui va nous dire que l'esprit critique, ce sont les processus mentaux, les stratégies et les représentations que les gens utilisent pour résoudre des problèmes, prendre des décisions et apprendre de nouveaux concepts. Et là, on voit qu'à partir de ces années-là, finalement, on a l'impression que la pensée critique, c'est presque la pensée. Chaque fois qu'on pense, on fait preuve d'esprit critique. On fait preuve d'esprit critique quand on résout des problèmes, mais on fait également preuve d'esprit critique quand on prend des décisions. Là, vous avez pris la décision de prendre 1 heure pour venir m'écouter. Alors, selon Sternberg, ça voudrait dire que vous avez déjà fait preuve d'esprit critique. On commence à voir que les contours de l'esprit critique deviennent de plus en plus flous parce que on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a de la pensée, il y a de la pensée critique. C'est un peu problématique et plus le temps avance, plus on perd la spécificité de l'approche de la pensée critique. On a ensuite Joan Curtis qui va proposer que c'est une enquête. Alors on retrouve un peu les termes utilisés par John Dewey. C'est une enquête dont le but est d'explorer une situation, un phénomène, une question ou un problème afin de parvenir à une hypothèse ou à une conclusion à son propos qui intègre toutes les informations disponibles et qui peut donc être justifiée de manière convaincante. Une définition, somme toute, assez exigeante. Là, je n'ai fait qu'une petite sélection, mais très vite, on va avoir cette surabondance de livres, libri ad nauseam, comme l'a dit un philosophe, surabondance d'ouvrages en lien avec l'esprit critique, surabondance donc de définitions, surabondance de méthodes d'enseignement et aussi de tests visant à tester l'esprit critique, tant et si bien qu'à la fin des années 80, on ne savait même plus exactement ce que c'était que l'esprit critique. Alors, face à cette surabondance, l'American Philosophical Association, l'association américaine de philosophie, va mandater une cohorte de 46 experts et expertes du domaine pour tenter de parvenir à une définition consensuelle de ce que pourrait être la pensée critique, histoire qu'on se mette une bonne fois pour toutes d'accord sur ce que c'est que la pensée critique quand on décide de l'enseigner et de former les enfants et les élèves à la pensée critique. Ces 46 experts se sont donc réunis pendant plusieurs mois pour tenter de parvenir à une définition consensuelle. Ils y sont parvenus, mais la définition tient en 15 lignes. C'est une définition extraordinairement longue qui a l'avantage de faire consensus, mais et j'ai l'habitude de dire à ce moment-là, quand je présente cette définition, que moi j'ai eu beaucoup de compassion pour les enseignantes et les enseignants à qui on a dit, voilà la définition de l'esprit critique, bon courage pour l'enseigner à vos élèves. Je vous lis quelques passages. Donc au tout début, le rapport Delphi, donc ça s'est appelé comme ça, le rapport Delphi nous dit, nous comprenons la pensée critique. On va dire qu'esprit critique et pensée critique, c'est la même chose. Donc, nous comprenons la pensée critique comme un jugement volontaire et autorégulateur qui aboutit à l'interprétation, l'analyse, l'évaluation et la déduction, ainsi qu'à l'explication des considérations probantes, conceptuelles, méthodologiques, critériologiques ou contextuelles sur lesquelles le jugement est fondé. Et je fais un saut, nous sommes ici au début du deuxième paragraphe. Bien qu'elle ne soit pas synonyme de bonne pensée, la pensée critique est un phénomène humain omniprésent qui se rectifie de lui-même. Le penseur critique idéal est habituellement curieux, bien informé, confiant dans la raison, ouvert d'esprit, flexible, équitable dans l'évaluation, honnête dans l'affrontement de ses préjugés personnels, prudent dans ses jugements, prêt à considérer, etc., etc., etc.
on voit cette longue liste de ce qu'on va appeler en philosophie des vertus intellectuelles. Et toutes ces belles vertus intellectuelles sont celles que le penseur critique ou la penseuse critique idéale devrait fournir lors de son examen critique. On voit que c'est une définition très exigeante et c'est assumé, étant donné que les experts ont décidé de parler de penseur critique idéal. Mais encore une fois, c'est une définition qui est très difficile à opérationnaliser, en particulier dans un contexte pédagogique. On pourrait espérer qu'avec cette longue définition qui au moins est censée faire consensus, les définitions aient arrêté de proliférer, que les auteurs aient cessé de constamment apporter de nouvelles définitions à la notion. Or, il n'en est rien. Les philosophes, les psychologues et les pédagogues ont continué à proposer des définitions de la pensée critique. Voici la liste des 26 définitions que j'ai étudiées dans le cadre de mon doctorat. Et donc, effectivement, chaque auteur amène sa pierre à l'édifice sans forcément spécifier pourquoi une nouvelle approche de la pensée critique est nécessaire. Donc ça, c'est assez particulier. Finalement, ce n'est pas une critique de ce qui précède pour améliorer le concept. Tout simplement, il y a quelque chose de très particulier avec l'esprit critique, c'est qu'on réinvente constamment la roue. Plutôt que de se préoccuper des dissensions entre toutes ces différentes approches de la pensée critique, on pourrait s'intéresser aux points communs, à ce qui rallie finalement, ce qui fait consensus sur la notion d'esprit critique. Et il y a quelque chose qui met plus ou moins tout le monde d'accord, c'est la construction tripartite de l'esprit critique. Depuis les années 40, et depuis qu'un psychologue qui s'appelle Edward Glasser a proposé la définition suivante, on est plutôt d'accord sur le fait que la capacité à penser de manière critique implique trois choses. Un, une attitude consistant à être disposé à considérer de manière réfléchie les problèmes et les sujets qui entrent dans le champ de ses expériences. Deux, une connaissance des méthodes de recherche et de raisonnement logique. Et trois, une certaine habileté à appliquer ces méthodes. Donc, si je reformule, en gros, l'esprit critique contient des éléments dispositionnels, des éléments cognitifs et des éléments épistémiques. Des éléments cognitifs, on va parler en termes de capacité, compétence, capacité à analyser un texte, capacité à évaluer la fiabilité d'une source, capacité à interpréter des résultats, capacité à prendre une décision quant au fait de croire ou non à une information. Ça, c'est quelque chose que les enseignantes et les enseignants peuvent développer chez les élèves. Euh, à force de s'exercer à ces différentes compétences, ils peuvent devenir de plus en plus doués en la matière. Mais ces compétences ne servent à rien si on ne peut pas s'appuyer sur un certain nombre de connaissances. Et la théorie de l'esprit critique explicite bien que si on ne connaît rien sur un sujet, on ne peut pas exercer son esprit critique. Par exemple, moi, je ne connais absolument rien à la physique quantique, je n'ai aucune notion sur ce domaine-là. Et donc, je ne peux pas exercer mon esprit critique parce que je n'ai pas les connaissances nécessaires pour distinguer une information fiable d'une information absolument farfelue. On pourrait me transmettre quelque chose de farfelu, je pourrais y croire et manquer d'esprit critique tout simplement parce que je n'ai pas les connaissances nécessaires propres au sujet sur lequel je veux exercer mon esprit critique. Donc, on a besoin on n'a pas besoin d'être expert pour faire preuve d'esprit critique, mais on a quand même besoin de connaissances de base sur un sujet. Des compétences donc, des connaissances, mais également toute une série de dispositions. Dans le sens où je peux avoir les meilleures compétences du monde et de très bonnes connaissances sur un sujet, si je n'ai pas envie, si je ne suis pas motivée, si je n'ai pas la disposition à penser de manière critique, alors mon esprit critique ne me sert à rien. Donc on va avoir toute une série de dispositions, d'attitudes, de postures intellectuelles ou dans le jargon philosophique, on va parler de vertus intellectuelles. Euh, Ça va être toute une série de dispositions comme la curiosité, l'ouverture d'esprit, la flexibilité intellectuelle, c'est-à-dire la possibilité de changer d'avis quand les preuves tendent à me montrer que j'ai tort, mais aussi la persévérance ou alors la tempérance pour éviter d'avoir des jugements trop hâtifs. Et en fait, là, avec cette définition, il y a beaucoup de choses, mais on a envie de se dire, bon, bah, c'est bon, en fait. On sait désormais ce que c'est que l'esprit critique. C'est un ensemble de capacités, de connaissances et de dispositions. L'ennui, c'est que là encore, quand on creuse un petit peu sous la surface, on va se rendre compte que les auteurs et les autrices ne sont pas d'accord entre elles et eux. Donc, typiquement, si on prend la question uniquement des compétences et des capacités, je suis allée voir ce que disait la littérature et encore une fois, les auteurs ne sont pas d'accord entre eux. Donc, voici
un petit extrait des différentes compétences, et je sais que c'est pas lisible, mais le but n'était pas qu'on s'arrête pour lire chaque élément, mais c'était pour vous montrer le fouillis, ou en tout cas l'encombrement conceptuel qu'on a dans cette notion d'esprit critique, parce que voici quelques-unes des 105 différentes compétences cognitives liées à l'esprit critique, et il en va de même pour les dispositions liées à l'esprit critique. Là, j'en ai listé à peu près 65. Donc on voit que voilà, c'est pas si simple de définir l'esprit critique. On est très tenté de dire que c'est quelque chose de très important et que c'est la solution à tous nos problèmes, et pour autant, on n'est vraiment pas d'accord sur euh, ce qu'il contient exactement. Et une autre difficulté qui vient s'ajouter au fait que les définitions académiques ne sont pas claires sur ce qu'est l'esprit critique, c'est que cette notion est désormais passée dans le langage courant. Et donc, l'esprit critique a quitté le milieu académique où il est né pour eh bien, vivre sa vie dans le langage courant de la vie de tous les jours. Et là encore, l'esprit critique peut être compris de manière très différente. Je vous donne que quelques exemples. C'est vraiment pas exhaustif, mais on va beaucoup trouver l'appel à la pensée critique, au critical thinking, dans tout ce qui est recherche d'emploi. On va trouver des articles qui nous donnent des conseils sur les emplois qui recherchent des penseurs et des penseuses critiques. On va avoir dans le langage sur Internet le hashtag critical thinking ou hashtag esprit critique qui va côtoyer parfois, de manière étonnante, des hashtags assez conspirationnistes. Ici, j'ai trouvé le hashtag critical thinking perdu sous une publication qui s'opposait vivement à la vaccination, par exemple. Et alors, on avait faites vos propres recherches, protégez-vous, le Covid est une arnaque, etc. Et puis, je ne résiste pas à souligner ce délicieux hashtag, étant donné que vous êtes toutes et tous dans le domaine médical, hashtag décalcifier votre glande pinéale. Voilà, on trouve des choses absolument formidables sur Internet quand on se penche sur les publications grand public sur l'esprit critique. On va trouver aussi l'esprit critique dans des ouvrages visant à former les enfants à la pensée critique et dans des ouvrages de développement personnel. Je ne cite que mon préféré, Pourquoi les femmes intelligentes prennent de mauvaises décisions et comment l'esprit critique peut les protéger. Je ne commenterai pas plus ce titre. De fait, étant donné que l'esprit critique est passé dans le langage courant, ce que j'ai fait dans le cadre de ma thèse, c'est que j'ai analysé les définitions académiques que je vous ai présentées tout à l'heure, mais j'ai aussi fait avec mon directeur de thèse une étude sur les conceptions populaires de l'esprit critique. En gros, comment est-ce qu'on comprend cette notion, comment est-ce que les gens comprennent et utilisent cette notion. Et pour ce faire, j'ai créé un questionnaire en ligne. Alors souvent, on me dit, c'est dommage d'avoir fait un questionnaire en ligne, il aurait fallu faire des entretiens pour avoir des réponses plus précises, et je suis d'accord avec ce point. D'ailleurs, j'en ai fait, j'ai également mené des entretiens, mais l'avantage du questionnaire en ligne, c'est de pouvoir traiter une très grande quantité de données, et nous avons eu effectivement beaucoup de participants. Nous avons eu d'une part des participants anglophones, uniquement des États-Unis, nous avons eu 288 participants, et d'une part des participants francophones, 377 participants, et là nous avions des gens qui venaient de France, de Suisse romande, de Belgique, malheureusement pas du Québec, je le regrette, et ni même d'Afrique francophone. Donc, dans les francophones comme dans les anglophones, il y a eu quand même pas toutes les populations représentées, mais ça nous a quand même permis de travailler avec d'assez grands échantillons. Dans le cas des anglophones et des francophones, nous avons utilisé le même questionnaire qui a été traduit donc, et voici une sélection des questions qui ont été posées. Tout d'abord, nous avons demandé aux participantes et aux participants, avez-vous déjà entendu ou utilisé l'expression esprit critique? Alors, ils avaient le choix de répondre oui, il m'arrive d'utiliser cette expression, ou oui, je ne l'utilise pas moi-même, mais j'ai déjà entendu d'autres l'utiliser, ou alors non. Et évidemment, si la personne n'a jamais entendu ou utilisé l'expression esprit critique, alors la personne ne pouvait pas aller plus loin dans le questionnaire. Cette première question nous a permis de nous rendre compte que la notion d'esprit critique était quelque chose de très connu. Ensuite, il y avait la question centrale dans mon questionnaire, c'était quelle définition donneriez-vous de l'esprit critique? Et donc là, la question était ouverte. Et donc nous avons traité une par une toutes les réponses, toutes les définitions données par nos participants et nos participantes. Ensuite, nous avons posé des questions comme donnez trois mots ou expressions qui vous semblent liés à l'esprit critique. Puis, nous avons posé des questions sur des situations. Donc, leur avons demandé, pouvez-vous décrire une situation dont vous auriez été témoin, dans laquelle quelqu'un
vous ou quelqu'un d'autre, a fait preuve d'esprit critique et, à contrario, pouvez-vous décrire une situation dont vous auriez été témoin et dans laquelle quelqu'un, vous ou quelqu'un d'autre, a manqué d'esprit critique? Donc tout ça, c'était des questions ouvertes qui a donné un traitement qualitatif, mais nous avions également des questions fermées et donc avec un traitement plus quantitatif. Par exemple, cette question, à quel point estimez-vous faire preuve de plus d'esprit critique que les autres en moyenne? Et je vous laisse imaginer le type de réponse que nous avons eu. Donc là, encore une fois, sur une échelle allant de -3, beaucoup moins que la moyenne, à +3, beaucoup plus que la moyenne. Je vous dis quelques éléments sur l'analyse que nous avons faite, même si j'imagine que ce n'est pas les choses qui vous intéressent le plus. Donc, il y a eu une analyse à la fois quantitative et qualitative des données. Et l'idée, dans ma thèse en tout cas, je ne vais pas pouvoir présenter tout dans le cadre de la présentation aujourd'hui, mais dans le cadre de ma thèse, l'idée c'était de comparer en fait ces conceptions dites ordinaires avec la littérature académique sur le sujet. Est-ce qu'il y a une adéquation entre les conceptions populaires et la littérature? Là, j'ai mis vision naïve. Évidemment, naïve n'a rien de péjoratif. L'idée, c'est naïf, c'est pour les gens qui ne connaissent pas. Étant donné qu'il n'est pas possible d'être explicite sur toutes les compétences et toutes les dispositions, c'est ces longues listes que je vous ai montrées tout à l'heure, plus d'une centaine de compétences et plus d'une soixantaine de dispositions, évidemment que quand on définit l'esprit critique, on fait un choix. On a une approche forcément réductionniste et c'est évident parce qu'il y a trop de choses dans l'esprit critique. Donc la question, c'est plutôt de se dire quelles sont les composantes qui reviennent le plus et à contrario, est-ce qu'il y a des éléments dans la littérature qui ne reviennent jamais dans les conceptions ordinaires? Et puis une autre question qui m'a beaucoup intéressée dans le cadre de ma thèse, c'est est-ce qu'il y a des confusions avec d'autres termes qui sont proches? Et donc maintenant, je vais vous présenter les résultats que nous avons obtenus, en commençant par une petite surprise. Une surprise qui, quelque chose, un résultat auquel nous ne nous étions pas attendus. Dans quelques rares cas, et là on parle vraiment de à peine 3%, des participants francophones. Quelques rares confusions, il manque un S ici, quelques rares confusions entre esprit critique et esprit de critique. C'est assez étonnant, quelque chose qu'on n'a pas forcément trouvé chez nos participants anglophones. Donc on va avoir des gens comme ça qui nous disent, quand nous avions demandé quelle définition donneriez-vous de l'esprit critique, des gens nous ont répondu, avoir un esprit critique, c'est négativer, très joli néologisme. Avoir un esprit critique, c'est négativer toute action ou sentiment, toujours voir le côté noir des choses. Ou alors, pour moi, esprit critique signifie que cette personne critique tout le temps ce que l'autre a à dire. C'est assez rare comme résultat, mais c'est quand même intéressant et on peut observer ça. J'ai interrogé des enseignantes et des enseignants qui me disaient effectivement chez les petits, chez les enfants, quand on leur dit on va faire un cours d'esprit critique, alors ils disent non, 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 moi je veux pas apprendre à tout critiquer. Et donc, c'est assez intéressant d'avoir ce résultat. Et donc, maintenant, je vais vous montrer des résultats plus probants, notamment à commencer par les caractéristiques des conceptions populaires francophones. Le genre de réponses que nous avons eues sont celles-ci. Quelle définition donneriez-vous de l'esprit critique? On a eu quelqu'un qui nous a dit être capable de traiter une information en la replaçant dans son contexte et en étudiant les différents points de vue, données, faits, sans la prendre pour acquise et comme une vérité absolue. Pour moi, c'est la capacité à remettre en question chaque notion, élément, entendu, vu, vu, ainsi que ses propres pensées et conceptions, chercher à observer, analyser sous différents angles. Ou encore, c'est la pratique intellectuelle d'analyser des informations en envisageant différents points de vue. Le but est de se faire sa propre opinion et aussi de challenger une affirmation pour voir si elle est fondée. Une recherche dans la littérature peut aider cette pratique. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons lu, encore une fois, toutes ces définitions et nous avons fait un codage par catégorie. Je vous passe les détails sur la méthodologie qui a été utilisée. Mais donc, à force de coder toutes ces réponses, nous avons des grands traits, quelque part, des conceptions qui reviennent très souvent dans les conceptions populaires francophones de l'esprit critique. Tout d'abord, la catégorie de codage qui est revenue le plus pour les définitions de l'esprit critique, c'est l'idée d'une forme de scepticisme, ou en tout cas de remise en question. Le résultat qui a eu le plus de réponses, 42% de réponses utilisées pour cette catégorie de codage, c'était l'esprit critique est considéré comme une disposition à mettre en doute ou remettre en doute, euh, ou remettre en cause les affirmations des autres, à
poser des questions, questionner, ne pas se montrer crédule, ne pas se montrer naïf, résister aux personnes qui veulent les tromper. Ça, c'est l'élément qui est le plus revenu dans les conceptions francophones. La deuxième réponse, deuxième et troisième réponse qui est le plus revenu, c'est les participants mentionnent la capacité à évaluer. Évaluer en particulier la fiabilité, la vraisemblance des arguments, des informations, mais aussi la légitimité et la crédibilité des sources d'informations. À la fois une évaluation de l'information elle-même, mais une évaluation de qui me transmet l'information. Le troisième élément le plus probant, c'était l'esprit critique est entendu comme une disposition à penser de manière autonome. C'est le fameux «je pense par moi-même», sans se faire influencer par autrui ni imposer un certain point de vue. Et là, on a quand même un participant sur 5 qui nous dit l'idée, c'est d'avoir une pensée qui est propre. Les termes les plus étroitement liés à l'esprit critique chez les francophones, ça aura été réflexion, analyse, doute, remise en question et se faire un avis, se faire une opinion. Évidemment, je vous laisse évaluer si cette conception de l'esprit critique correspond à la façon dont vous auriez défini l'esprit critique. Et puis, on a nos participants américains, participants anglophones, qui, eux, alors, et ça a été vraiment une surprise, ont une conception très différente de notre vision à nous, qui est très axée, encore une fois, sur le scepticisme et l'évaluation des preuves. Je vous donne d'abord quelques extraits de réponses que nous avons eues et vous me direz quand nous en parlerons si vous aussi vous trouvez ça surprenant. On a demandé aux participants, pouvez-vous décrire une situation dans laquelle quelqu'un a fait preuve d'esprit critique? Et voilà le type de réponse que nous avons eu, je traduis. Lorsque ma chienne a été opérée, elle ne pouvait plus monter les marches de notre porte d'entrée. J'ai donc dû réfléchir de manière critique à ce qu'il fallait faire pour l'aider à monter et à descendre. Un autre participant nous a dit, lorsque moi et mon ami avons essayé de trouver un moyen de sortir une balle de dessous une remorque, mon ami a cherché dans son garage un outil que nous pourrions utiliser pour sortir la balle. Il a donc fait appel à son esprit critique pour trouver l'outil le plus approprié pour dégager la balle sans la coincer davantage. Troisième extrait. Et là, on demandait la situation dans laquelle quelqu'un a manqué d'esprit critique. Et alors, quelqu'un nous a dit, mon ami a secoué une bouteille de jus de fruits qui n'avait pas de bouchon. Je dirais qu'il n'a pas fait preuve d'esprit critique en ne faisant pas attention à ce que le bouchon soit fixé ou non. Alors, ce sont des réponses qui, d'une part, nous ont fait beaucoup rire et d'autre part, nous ont vraiment surpris parce qu'on a de la peine à voir en quoi on peut qualifier ça d'esprit critique. Et en fait, on voit que chez les Américains, et je vais donner le récapitulatif des conceptions populaires anglophones, on voit que chez les Américains, c'est vraiment très axé sur la pensée pratique, l'intelligence pratique, la résolution de problèmes. Et du coup, on voit beaucoup moins le lien avec l'évaluation de la croyance, comme le proposait Dewey dans les années 1910. C'est assez étonnant comme enfin, la notion d'esprit critique a évolué. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas lui donner complètement tort à ce participant. Parce que quand on regarde ces longues listes de dispositions liées à l'esprit critique, en fait, perdu dans tous ces éléments qui composent la pensée critique, on a cette idée de soin dans la concentration de l'attention sur le problème en question. Ça veut dire être bien attentif à ce que l'on est en train de faire. Et donc là, quelque part, c'est effectivement le cas. On va dire que celui qui fait preuve d'esprit critique est celui qui fait preuve d'attention. Mais encore une fois, euh, étant donné qu'on ne peut pas s'empêcher de réduire l'esprit critique à quelques-unes de ses dispositions, tant l'esprit critique est encombré, pardon, pour autant, est-ce que juste faire preuve de concentration, est-ce que c'est suffisant pour parler d'esprit critique? C'est quand même un résultat un petit peu surprenant. Donc, les grandes lignes je vais passer ça, les grandes lignes des visions anglophones américaines, encore une fois, de l'esprit critique, contrairement aux visions francophones, c'est que l'esprit critique est le plus souvent considéré comme une capacité, je l'ai dit tout à l'heure, à résoudre des problèmes, et souvent des problèmes pratiques, à optimiser une situation, prendre des décisions, atteindre une conclusion, etc. Donc là, on a quand même 42% des personnes qui ont donné ce type d'exemple. Comme pour les francophones, on va avoir la notion d'analyse qui revient beaucoup. Analyser la situation,
identifier les problèmes, saisir les données, saisir les enjeux, les conséquences possibles. Et on voit que chez les Américains, c'est plutôt une analyse des problèmes pratiques, tandis que chez les francophones, ça va plutôt être une analyse de l'information que l'on reçoit. Et évidemment, les participants américains mentionnent beaucoup l'idée de réfléchir. Mais là, il y a un biais dans les réponses, étant donné qu'en anglais, on va dire critical thinking, et donc le mot thinking est dans la notion, contrairement à esprit critique, quand bien même j'ai dit tout à l'heure que pensée critique et esprit critique s'utilisaient tous les deux souvent comme des synonymes. Étant donné qu'on a cette notion de thinking, évidemment que nous avons eu réfléchir à 27% 28 quasiment de réponses qui nous ont mentionner ce terme réfléchir, réfléchir beaucoup, profondément, se concentrer, notamment pour celles et ceux qui secouent des bouteilles de jus, consacrer du temps, de l'attention à la tâche, persévérer dans la réflexion. Tout ça sont autant de notions qui, pour les Américains et les Américaines, sont liées à la notion d'esprit critique. Les termes les plus étroitement liés à cette notion ont été analyse, logique, pensée, raison, rationalité et profondeur. Alors, on voit que les deux cohortes, les deux pôles de population que nous avons questionnés ont des conceptions différentes et pour autant, souvent, ils sont d'accord sur différents éléments. Notamment, les anglophones comme les francophones sont très d'accord sur le fait que l'esprit critique, c'est quelque chose qui peut être entraîné, développé, amélioré euh, pour 90, plus de 93% des anglophones et pour quasiment 100% des francophones, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. C'est très rare qu'on ait des participantes et des participants qui nous disent que c'est quelque chose d'inné. On a quand même eu de temps en temps quelques personnes qui nous ont dit, ici c'est un Américain qui va nous dire, on peut enseigner la logique, mais on ne peut pas enseigner à penser de façon logique. Certaines personnes sont tout simplement stupides et il va dire, regardez les gens qui ont voté pour Trump, ai-je besoin d'en dire plus? Donc souvent, les réponses étaient assez politisées, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qui m'intéresse, c'est cette idée de stupidité. On a beaucoup dans les conceptions ordinaires cette idée que l'esprit critique, c'est l'intelligence. Quiconque est intelligent fait preuve d'esprit critique, quiconque manque d'esprit critique est quelqu'un de stupide. C'est évidemment quelque chose qui fonctionne assez bien de manière rhétorique. Évidemment que d'un point de vue psychologique, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut être extrêmement intelligent et se faire avoir et se montrer crédule. Et on peut effectivement, l'inverse est vrai également, ce n'est pas une corrélation aussi simple. Les participantes et les participants sont aussi d'accord sur l'importance accordée à l'esprit critique. Nous avons demandé à nos participants à quel point est-il important, selon vous, de faire preuve d'esprit critique. Et alors, ils étaient assez d'accord à 41,64% chez les francophones que l'esprit critique est quelque chose de très important. Les chiffres sont assez comparables puisqu'ils sont 48,61% chez les anglophones avec la même question à estimer que l'esprit critique est quelque chose d'important. Un autre point sur lequel nos participantes et nos participants sont assez d'accord, c'est que eux-mêmes possèdent plutôt un bon esprit critique. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine. On a demandé à quel point estimez-vous faire preuve de plus d'esprit critique que les autres en moyenne. Et alors là, chez les francophones, ça se joue étroitement entre un peu plus que la moyenne et plus que la moyenne. En tout cas, ils ne sont pas nombreux à estimer qu'ils en possèdent moins que les autres. Et les réponses sont assez similaires du côté des Américains qui, eux, estiment à 36,11% qu'ils font preuve de plus d'esprit critique que la moyenne. Rappelez-vous cependant que chez les Américains, ça veut dire la capacité à résoudre des problèmes. Quoi qu'il en soit, c'est assez intéressant de voir que on estime toujours, toutes et tous, être du côté de la pensée critique. Et c'est un résultat qui s'observe aussi de manière plus subtile quand nous avons demandé aux participantes et aux participants une situation dans laquelle quelqu'un a fait preuve d'esprit critique et une situation dans laquelle quelqu'un a manqué d'esprit critique. Autant, et là c'est uniquement les chiffres américains, mais je vous prie de croire que c'est la même chose chez les francophones, euh, autant ils vont se citer eux-mêmes quand il s'agit d'une situation où quelqu'un a fait preuve d'esprit critique, autant le pourcentage de personnes qui se citent eux-mêmes tombe à 16%, et on va plutôt citer quelqu'un d'autre, et en particulier les proches, dans les gens qui manquent d'esprit critique. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression qu'au sein de l'esprit critique, il y a ce biais
qu'on va appeler en psychologie le biais meilleur que la moyenne. Et je ne fais pas long là-dessus, je vous donne juste quelques exemples de que dit la littérature sur ce biais meilleur que la moyenne. Ça s'appelle aussi le biais de supériorité illusoire. Vous connaissez peut-être ça. C'est un biais cognitif par lequel les individus surestiment leurs propres capacités et leurs propres qualités. On va avoir l'intelligence, mais aussi certaines compétences comme les aptitudes mathématiques ou les aptitudes verbales, ou alors la gentillesse, la sensibilité. On va avoir tendance à se dire que non, non, mais nous, on est très bien dotés, que ce soit en intelligence, en générosité ou en esprit critique. Il y a eu un exemple assez parlant, c'est une publication de 2020 où ils ont demandé à 1071 participants américains d'estimer leur propre QI. Et donc en moyenne, les 1000 participants à cette étude ont formulé un chiffre autour de 124. Or, après avoir passé le test de QI, on se rend compte que la cohorte de participants était dans la moyenne, c'est-à-dire autour de 102, c'est-à-dire quelque chose de très représentatif de la population en général. Donc on va avoir également dans le cas de l'esprit critique cette tendance à se dire, mais moi, je possède un très bon esprit critique, c'est les autres qui en manquent. Et ça pose une question pédagogique. Si on a tous et tous l'impression d'avoir un très bon esprit critique, pourquoi est-ce qu'on se formerait à la pensée critique? Quelque part, ce sont toujours les autres qui ont besoin de se former à l'esprit critique. Donc c'est un petit peu mon mot de la fin et je terminerai par quelques extraits, encore une fois, de mes réponses, des réponses des participants. Nous estimons toutes et tous être dans le camp de la pensée critique, mais alors qui sont ces autres qui manquent systématiquement d'esprit critique? Et pour illustrer le fait qu'on est toujours dans le camp de la pensée critique, c'était intéressant de voir que chez nos participants américains, on a les démocrates qui estiment que ce sont les républicains qui manquent d'esprit critique et les républicains qui pensent que ce sont les démocrates qui manquent d'esprit critique. On a une personne qui nous a dit qui manque d'esprit critique, eh ben, le président Joe Biden, et c'est pas peu dire. Et par contre, de l'autre côté, on va avoir l'élection de Donald Trump. On va avoir la même chose du côté des croyants et des athées, la plupart du temps des chrétiens ici. Donc les chrétiens vont dire que les athées manquent d'esprit critique, au même titre que les athées estiment que ce sont les croyants qui manquent d'esprit critique. Et c'est intéressant ici de voir, encore une fois, je traduis les réponses des participants, une personne qui nous a dit, je vois beaucoup d'athées qui ne parviennent pas à donner un sens à leur religion, c'est assez joli, mais qui essayent de se moquer d'une institution établie comme l'Église. Cela me semble insensé. Comment quelque chose pourrait-il sortir du néant? Et dans le même temps, on a des réponses du style lorsque j'ai pris du recul et que j'ai fait preuve d'esprit critique à l'égard de la religion dans laquelle j'ai grandi, le christianisme, j'ai réalisé que je suivais aveuglément quelque chose en quoi je ne croyais pas vraiment. J'y croyais simplement parce que c'était tout ce que je connaissais et qu'on m'avait dit toute ma vie. Et alors, évidemment, on revient à cette période du Covid, étant donné qu'on a récolté les données pendant la période du Covid. On avait effectivement les anti-vax qui se réclamaient de la pensée critique, mais aussi les pro-vax, les pro-vaccinations qui se réclamaient de la pensée critique. Donc, on a quelqu'un qui nous a dit, j'ai vu de nombreuses personnes refuser de se faire vacciner ou de prendre des mesures pour se protéger en cas de pandémie parce qu'elles n'y croyaient pas. Et donc ces personnes manquaient d'esprit critique. Mais dans le même temps, on va avoir, oui, j'ai fait preuve d'esprit critique lorsqu'on m'a proposé le vaccin contre le Covid et j'ai décidé de m'y opposer car rien ne prouve qu'il offre une réelle protection. Et je suis ravie d'avoir fait preuve d'esprit critique car de nombreuses personnes ont été blessées à cause de ce vaccin. Je termine là-dessus. Je vois que le temps avance, donc je termine en résumé de ma présentation. Généralement, nous estimons que l'esprit critique est quelque chose d'important. On est on est tous assez d'accord sur ce point. Cela étant, nous ne comprenons pas tous cette notion de la même façon. Je dirais même que on a tendance à employer des définitions qui nous arrangent. La notion d'esprit critique est si vague, en tout cas dans la littérature, qu'on est obligé de faire une sélection dans ses composantes, mais en la réduisant à certaines composantes particulières, on prend le risque de la confondre avec d'autres notions et de lui faire perdre son sens. Et en général, on estime être de meilleurs penseurs critiques qu'autrui, donc peut-être un petit appel à la prudence et à l'humilité devrait être de mise. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Schopfer, pour cette conférence extrêmement instructive, très intéressante et que personnellement, j'ai adoré. Merci beaucoup. Avant de... Bon, il y a plein de questions. J'aimerais juste faire
Ben, je ne sais pas si ça va être une question, mais faire une remarque. Vous avez dit en début de conférence que l'esprit critique, il y avait des fondements. Et donc, si on regarde, par exemple, la science dans sa globalité, mettons la médecine, les sciences pures et appliquées, on pourrait peut-être dire que ce sont des sciences plutôt dites factuelles. Alors que si on regarde peut-être du côté des sciences humaines, on pourrait peut-être dire que c'est des sciences, ben, sciences humaines et sciences sociales, j'entends, on pourrait peut-être dire que c'est plus des sciences basées sur l'interprétation. L'interprétation, ça peut être basé sur des informations fiables ou farfelues, dépendamment de quel niveau tu mets ton interprétation, puis comment tu la comprends, cette interprétation-là. Ma question, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on peut appliquer une limite à l'esprit critique? Et si on peut appliquer une limite à l'esprit critique en fonction de ces deux dominantes-là, science plus exacte ou factuelle et science plus du domaine de l'interprétation. Et je dis ça sans aucun préjudice pour les sciences humaines et appliquées. Oui, oui, merci, merci pour cette question. Elle est absolument cruciale et elle m'a beaucoup occupée dans le cadre de ma thèse parce que finalement, qui suis-je pour juger une bonne définition de l'esprit critique d'une mauvaise définition de l'esprit critique? La chance que nous avons avec l'esprit critique, c'est que nous y voyons une finalité pédagogique. Et donc, peut-être que c'est là le critère qui nous permet de définir si une définition porte ses fruits ou pas. Je m'explique. On va vouloir former les élèves à la pensée critique pour qu'ils puissent avoir une sorte de vigilance à l'égard des informations, qu'ils ne soient pas crédules, qu'ils ne gobent pas tout cru ou ne suivent pas aveuglément des gens, tout simplement parce qu'ils auraient une forme d'autorité sur eux. Donc, quelque part, le critère qui va définir sur une définition de l'esprit critique qui porte ses fruits, c'est est-ce qu'elle permet de développer cette vigilance chez les élèves. Je peux vous donner un exemple d'une, entre guillemets, mauvaise définition parce qu'elle va à l'encontre de ce qu'on espère de l'esprit critique. On va avoir certaines personnes qui vont promouvoir un esprit critique qui est douter de tout et penser par soi-même. Le scepticisme et l'autonomie intellectuelle sont de très belles vertus intellectuelles et c'est important de les développer. Mais à partir du moment où on doute de tout et on pense par soi-même, on ne fait plus confiance aux autorités, on ne fait plus confiance aux experts qui connaissent beaucoup plus de choses que nous, on développe presque une mentalité qui se rapproche du conspirationnisme. Et est-ce qu'une définition de l'esprit critique qui rapproche du conspirationnisme, est-ce que c'est vers ça qu'on veut former les enfants de demain? Et c'est peut-être ça le critère finalement, quelle est la portée sur la pédagogie. C'est peut-être ça qui nous permettra de faire la différence entre une bonne et une mauvaise définition de l'esprit critique. Merci, je vois des mains levées et je vois mon ami Charles avec ses 5 doigts levés. Allez, mon ami, ton micro, Charles. Merci Yves et merci Madame Chauffer parce que je pense que c'était une conférence très intéressante dont on voudrait vous entendre plus longtemps Merci. et peut-être avoir un livre de référence, peut-être quand vous aurez publié le vôtre, hein, Avec parce plaisir. que ça stimule effectivement beaucoup l'esprit. Maintenant, en écoutant toutes les définitions que vous avez proposées, je me disais, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord pour toutes elles. Et en même temps, je me disais, mais malgré ces définitions, on peut toujours biaiser une Mm. décision. Et j'imagine que les définitions auraient pu être utilisées par quelqu'un qui n'avait aucun sens du bien commun nécessairement, et donc Mm. pouvoir le justifier. Donc il y a toujours un espèce de biais, même si la figuration semble intéressante. Mm. Bon, une autre réflexion, j'ai l'impression que l'esprit critique de nos jours a moins cours et que peut-être tous ces élans de post-vérité qui nous viennent d'outre-Atlantique font un petit Mm. peu peur. Enfin, voilà. Mais j'avais une question. Je me demandais dans quelle mesure, et c'est Yves qui parlait de est-ce qu'il y a des limites, dans quelle mesure est-ce qu'on ne peut pas trouver un cadre à l'esprit critique si on comprend bien le contexte dans lequel on vit. Et là, Mm. j'ai remarqué quand même, c'était Monsieur Lippmann que vous avez, Mathieu Lippmann, qui parle de Mhm. sensibilité en contexte. Je trouve que c'est très important.
Oui. quand on parle du contexte dans lequel on vit. Évidemment, si le sujet est très simple, comment soignez-moi d'un goitre de la thyroïde, je pense Mm. que on va vite se mettre d'accord. Mais Mm. si vous dites comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on améliore le bien-être de la population, là, ça commence à devenir très compliqué. Et il me semble que construire un cadre est important. Et le cadre, c'est le contexte. Par Mhm. exemple, en médecine, on pourrait dire, je pourrais, par exemple, faire en sorte euh, je, 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 que je remplace le cœur de quelqu'un qui a un cœur défaillant. Oui, c'est Mm. formidable. Enfin, ça va coûter cher. Ah, comme Mm. ça coûte cher, donc c'est un budget que je ne pourrais pas utiliser pour autre chose. Donc, vous voyez, s'il y a Mm. plusieurs grands critères qui, je dirais, caractérisent le bien-être d'une façon générale, on a un contexte et je pense que l'esprit critique va devoir tenir compte de son contexte. Maintenant, si on reste dans sa spécialité, dans son domaine strict d'expertise, c'est moins risqué, Mhm. effectivement. Mhm. Voilà. Ouais. Plus c'est large, plus c'est quand même vague et plus la nécessité du contexte me semble important. Je vous rejoins parfaitement et c'est aussi une des définitions qui m'a le plus plu dans le cadre de mon doctorat, c'est justement celle de Matthew Lipman parce que elle insiste sur cette idée de critère qui permet de ne pas confondre la pensée critique avec toute forme de pensée. C'est une pensée qui a des critères, elle s'auto-corrige et ça c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant et c'est une des rares définitions qui insiste sur l'idée du contexte. Et là où je vous rejoins parfaitement, c'est que, il va y avoir des domaines dans lesquels on n'a pas assez de connaissances pour pouvoir faire preuve d'esprit critique et d'autres. Et donc, quand on n'a pas assez de connaissances, on est obligé enfin, d'avoir une certaine dépendance épistémique. Ça veut dire d'autres savent pour moi. Et je dois l'accepter. Je ne vais pas attendre de faire 8 ans, 12 ans de médecine pour décider si je suis d'accord avec le diagnostic que me propose mon médecin. Au même titre que pour ma part, quand ma voiture fait un bruit bizarre, je n'y connais rien, donc je suis en position de dépendance épistémique vis-à-vis de l'expert qui, lui, sait des choses sur ma voiture. Donc, en fonction du contexte, on va avoir un set de connaissances qui va nous permettre ou non de penser par soi-même et donc de faire preuve de cet esprit critique, ou alors au contraire de dire mon esprit critique, ça va être de calibrer ma confiance, ça va être de dire je place ma confiance dans tel expert, et ça va dépendre du contexte. Là où c'est très difficile, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile de savoir qui est expert de quoi et qui est un expert fiable. On l'a vu pendant la pandémie, on a vu des gens qui avait cette aura d'expertise en qui on a cru pouvoir placer sa confiance épistémique et qui, au final, ne respectait pas les protocoles de la science. Donc, quelque part, c'est très difficile dans l'évaluation du contexte de se dire en qui est-ce que je place ma confiance pour savoir des choses. Donc, je suis d'accord avec vous, on est non seulement dans l'ère de la post-vérité, mais aussi de l'infobésité. Donc, c'est ce moment où il y a tellement de choses à savoir et tellement d'experts qu'on s'y perd des fois et que peut-être l'esprit critique ne suffit pas. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... juste un commentaire sur ce que vous venez de dire concernant des experts qui se disent experts. Ça, c'est dangereux parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que je suis expert, je peux acquérir une expertise assez rapide. Et ça, on a vu à quel point, dans le cas de la COVID, par exemple, ça a fait ça a fait des désastres. Puis là, je parle pas Mhm. de tous les cas frauduleux puis tous les autres cas qu'on a vus, là. Tu sais, je veux dire, on parlera pas de ça. Euh, Mhm. est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions dans la salle? Oui, j'étais certain que notre ami Étienne allait lever la main. Étienne, la parole est à toi. Oui, en écoutant toutes vos définitions au départ, je me demandais comment vous alliez sortir de ce sac absolument énorme. Et ça montre quand même c'est intéressant parce que ça montre toute la difficulté. Et moi, il y a une seule conclusion à laquelle j'arrivais en vous écoutant, c'était ce que disait Albert Camus, à mal nommer les choses. Mhm. Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Et je me suis dit, il y Mhm. a autant de définitions, comment va-t-on s'en sortir? Comment va émerger un esprit critique de tout cela? Absolument. Mais après, j'ai été rassuré dans l'exposé que vous avez fait parce que je trouve que l'analyse que vous avez fait, enfin les questionnaires que vous avez fait apportent des renseignements quand même tout à fait intéressants, même si ça ne répond pas à tout, ça ne permet pas d'aboutir à une définition.
Alors, ma question, parmi les définitions, il y en a une qui m'a bien plu parce que, euh, disons qu'elle nous est assez habituelle dans l'enseignement médical. Mhm. C'est celle, mais je ne sais plus de qui elle est. Quand Mhm. vous avez dit qu'il y a il y a trois pôles, il y a Mhm. un, les dispositions et attitudes, deux, Mhm. les connaissances et trois, les compétences. Alors là, Mhm. on s'y retrouve tout à fait. C'est le cadre qu'on utilise, je dirais, tous les jours dans le raisonnement médical. Et là, on s'y retrouve parfaitement. Mhm. Ceci dit, ça ne résout pas tous les problèmes, j'en suis bien inconscient, puisque Mhm. ça n'empêche pas les dérives. Mais c'est probablement la définition à laquelle on est le plus habitué, disons. Mhm. Compétences, connaissances et attitude. Mhm. Merci. Ce qui, Est-ce que je peux intervenir? Je suis à Alger et ma caméra ne fonctionne pas, mais je pense que le son Oui, il n'y a pas de fonctionne. problème, Monsieur Grian, allez-y. Allez-y, la Alors, parole est à vous. merci beaucoup. Alors moi, j'ai un petit souci par rapport à la définition de l'esprit critique qui est pour moi d'évaluer le bien fondé de ce que l'on pense ou de ce que l'on fait. Mhm. Et souvent, on se base sur des connaissances. Mhm. Mais nul n'a, j'allais dire, euh, toutes les connaissances. Et c'est en ce Mhm. sens que je me dis, pour faire preuve d'un esprit critique, j'allais dire, fiable, il est peut-être plus utile de le faire de manière collective et non pas de Mhm. manière individuelle. Voilà mon souci, c'est que seul, quelle que soit l'expertise dont on dispose, on ne maîtrise pas toutes les données, toutes les connaissances. Donc, on peut toujours se tromper. Mais en étant à plusieurs, comme on dit, lorsqu'on est à plusieurs, on est plus intelligent que si on était seul. Exact. Et on Absolument. peut résumer ça dans un seul mot, hein, c'est vive l'interdisciplinarité. Absolument, absolument. Et je vous remercie pour cette intervention et je fais juste une parenthèse pour remercier Monsieur le maire d'avoir compati à mon malheur, d'avoir à travailler avec autant de définitions de l'esprit critique. Mais je rejoins ce qui vient d'être dit et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on insiste beaucoup trop. Et ça, c'est un problème dans la pensée occidentale. On insiste beaucoup trop sur le caractère individuel. On fait reposer sur l'individu toute la responsabilité de se méfier de la désinformation, de faire bien attention à ce qui entre dans notre tête finalement quelque part. C'est une pratique très individuelle et Matthew Lipman est un des rares à proposer de créer des communautés d'enquête, j'aime bien le terme, des communautés d'enquête pour pratiquer l'esprit critique à plusieurs et je vous rejoins tout à fait. Notamment sur le fait que vous disiez on ne maîtrise pas tout. Et j'irais même un étape plus loin. Non seulement on ne maîtrise pas tout, mais en plus on a ces biais cognitifs qui nous laissent à penser que on peut avoir tendance à se croire autosuffisant sur beaucoup de choses. On a vu pendant le Covid ce terme un peu barbare d'ultra-crépidarianisme, cette impression d'être expert dans beaucoup de choses, alors qu'en vrai, on ignore énormément de choses. Et on n'est pas très bon pour évaluer l'ampleur de notre ignorance. Et c'est ça aussi qui va piéger quelque part notre esprit critique, parce qu'on va avoir tendance à se faire confiance, à se dire, mais moi je sais plein de choses, et c'est autrui, comme vous le soulignez à juste mesure, c'est autrui qui va nous permettre de développer cette humilité intellectuelle qui nous permet de dire, non, là j'ai besoin des autres, j'ai besoin des experts en fait pour pouvoir me guider parce que je ne sais pas tout. Merci. Est-ce que j'ai d'autres commentaires pour l'instant? Non. Pas Il y a une Ah, question dans le chat. OK. Écoutez, bougez pas. Je vais aller chercher. Excusez-moi, j'ai complètement oublié Mhm. d'aller voir le chat. Et c'est une question qui vient de Monsieur Hatsé, qui est le président du réseau de jeunes chercheurs africains, le RAGEC. Et la question est celle-ci. Est-ce que l'esprit critique est un esprit, ben, ça, vous l'avez traité tantôt. Est-ce que l'esprit critique est un esprit inné ou acquis? Oui, alors bah, c'est une question tout à fait légitime. Effectivement, on a tendance à penser, et les experts sont d'accord là-dessus, que c'est quelque chose qui s'acquiert. On a eu longtemps l'idée des enfants qui étaient complètement crédules, à qui on peut faire gober n'importe quoi, et que l'esprit critique vient par la suite. C'est pas si vrai. Les sciences cognitives aujourd'hui nous démontrent que très tôt, très jeunes, alors je parle vraiment d'enfants de 3 ans, qui ont la capacité déjà à avoir des signaux
qui disent, ah, lui, je suis pas sûre de pouvoir lui faire confiance, ou elle, elle n'a pas l'air de me raconter des choses fiables. Donc très tôt, les enfants ont des premiers signes. Alors c'est très précoce et c'est très immature, mais quelques signes pour savoir en qui ils peuvent placer leur confiance. Mais sur la base de ces premiers signaux, évidemment, l'esprit critique est quelque chose qu'il faut enseigner, qu'il faut savoir développer. Et donc l'esprit critique, pour vous répondre, est plutôt quelque chose d'acquis, mais qui est rarement acquis une bonne fois pour toutes. Je pense que des piqûres de rappel sont souvent nécessaires. Merci. J'aimerais revenir, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, sauf erreur de ma part, là, je pense que je vois tout le monde. J'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit et qui, je pense, reflète comment la culture personnelle peut influencer ce qu'on peut penser d'un sujet ou pas. C'est la différence entre les francophones et les anglophones sur la définition même de l'esprit critique. Et là, peut-être que je vais errer, et si j'erre, ben, vous me ramènerez dans le droit chemin. Mais ça- je pense que c'est très culturel, cette affaire-là. Cette distinction dans la conception de concepts. Et là, peut-être que je vais me tromper, puis si je me trompe, dites-moi-le. Mais quand on était petit, on entendait dire souvent, l'anglais se parle, donc avec peu de mots. Hmm, Le français se chante, mais avec plusieurs mots pour la même chose. hmm. À quelque part, il y avait l'italien qui avait d'autres choses encore plus. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est pas le reflet d'une culture, c'est-à-dire un esprit beaucoup plus linéaire, je crois, chez les anglophones et peut-être un peu plus, je sais pas si c'est le bon terme, sinueux ou tortueux chez les francophones. Est-ce que c'est possible, ça? C'est intéressant. J'avais pas vu ça sous l'angle linguistique, donc merci pour cette piste. J'ai encore aujourd'hui de la peine à expliquer cette grande différence de conception. J'ai l'impression que c'est un petit peu dans la mentalité américaine, ce thinking outside the box, hein, penser hors de la boîte et trouver des solutions, résoudre des problèmes. C'est très pragmatique quelque part. Tandis que la vision francophone, ou en tout cas française, est très imbibé de l'idéal des Lumières, d'une pensée autonome, oui, d'une autonomie de la pensée, etc. Donc j'imagine que vous avez raison, le côté culturel influence énormément ce type de résultat. Et ma, mon regret, c'est de ne pas pouvoir étudier d'autres cultures pour pouvoir les comparer et de voir, ah bah, vous avez mentionné l'Italie, pourquoi pas les Italiens, ou alors chez nous en Suisse, les Suisses allemands pour voir si au sein d'un même pays, nous avons des conceptions différentes. Si j'avais eu plus de temps et plus de moyens financiers, ça aurait été effectivement OK, très intéressant. mais quand vous Oui, parlez mais d'Américains, vous parlez d'Américains chez nous, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique? Oui, c'est ça. Ah, OK, d'accord. Oh, ben là, Ouais. à ce moment-là, je pense que ça s'applique un petit peu plus. Je connais un peu plus la culture américaine. Vous n'êtes pas loin. Et oui, effectivement, c'est une culture assez rectiligne. Hmm. oui, Étienne. oui. Alors justement, parler de linguistique, et quand vous traduisez esprit critique en anglais, enfin pour les anglophones, enfin pour les Américains en l'occurrence, pour les gens du S, ça m'a fait penser à quelque chose. Il y a une expression qu'on utilise beaucoup en médecine qui est critical analysis, Hmm. critique. Critical analysis, c'est utilisé, en fait, ça correspond à ce qu'on appelle chez nous une revue de la littérature. Mhm, mhm. C'est-à-dire, quelles sont les données qui permettent de faire ou ne pas faire quelque chose, etc. Donc, ce sont les données de la littérature, c'est très positif. C'est pas une analyse critique en disant il faut faire ci, il faut pas faire ça, etc. Exact. Hein, Exact. donc, Ouais. je suis pas sûr qu'on est dans le même domaine. C'est pour ça que vous dites que c'est beaucoup plus pratique et plus positif, effectivement. Oui, Puisque la conclusion, c'est bah, il est préférable de faire ça plutôt que ça. Voilà. exact. Exact. Ouais. Et Hein, quand, quand Robert Ennis donne cette définition qui a beaucoup été reprise dans la littérature, quand il dit l'esprit critique est une pensée raisonnable et réfléchie qui vise à décider ce qu'il faut croire ou faire, c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression que pour les francophones, c'est décider ce qu'il faut croire, et chez les anglophones, ce sera plutôt décider ce qu'il faut faire, alors on pourrait espérer que ce soit plutôt les deux ensemble. Mhm, tout à fait. D'accord. Ah, j'ai une question dans la salle. On y a un petit peu répondu tantôt, mais je vais quand même la reposer. Mhm. Est-ce que l'on
Est-ce que lorsqu'on met un comité pour réfléchir sur un sujet peut être considéré comme un esprit critique? Car selon les définitions proposées, j'ai plus l'impression que c'est la capacité individuelle qui est mise de l'avant. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment intéressant parce que, et l'exemple est très bien choisi parce que on n'aurait pas tendance à appeler un comité l'esprit critique. C'est vraiment l'impression que c'est quelque chose d'individuel. Ça, il y a une autrice très intéressante qui lit Esprit critique et féminisme qui s'appelle Barbara Thayer Bacon et elle va dire dans son livre, euh, quand on dit esprit critique, on imagine le penseur de Rodin. On Oui. imagine le philosophe comme ça, en train de réfléchir tout seul dans son fauteuil, et alors vraiment, il n'y a personne autour. Et on n'imagine pas, effectivement, alors là, dans le chat, quelqu'un propose l'idée d'un comité, on n'imagine pas quelqu'un qui est en train de débattre avec une assemblée et on prend la décision à plusieurs. On a vraiment cette impression de quelque chose de très individuel, et je pense que c'est un des facteurs qui explique pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à enseigner la pensée critique. Et je Mhm. pense aussi que ces comités-là, je ne sais pas si vous formez un comité avec uniquement des pneumologues, par exemple, Mhm, ben, vous allez mhm. avoir une idée de pneumologue. Donc, ça peut être à Hmm, quelque part une idée individuelle. Mais si vous prenez le même comité puis que vous y mettez différentes spécialisations, ben là, ça prend toute sa puissance. absolument. Écoutez, il n'y a pas d'autres comment. Oui, il y a monsieur Martial Latsé qui est le directeur du RAGEC. Allez-y, la parole est à vous. Peut-être ouvrir votre Ok, caméra, professeur bon, Latsé. ok, bonjour professeur, merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup pour la conférence de Madame. Bon, je voulais dire merci beaucoup pour sa présentation puisque son nom est un peu difficile à prononcer, désolé. Aucun problème. Madame Céline, je voulais demander, est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, ça va plus donner plus ça va nous permettre d'avoir plus d'esprit critique ou bien ça va un peu réduire et conduire notre esprit critique? Je me nomme Dr. Atie Kambo Martial, le coordinateur général du Pan-Africain FINDO, réseau africain des jeunes chercheurs en Afrique. Merci beaucoup. J'ai failli poser la question aussi, moi. Merci beaucoup, messieurs, de fait, pour la question. Et à vraiment aucun problème par rapport à mon nom de famille. J'ai toujours le même problème, donc vraiment, aucune offense. La question de l'intelligence artificielle est vraiment centrale. Et en fait, j'ai posé la question à ChatGPT récemment. Je lui ai dit, mais est-ce que toi, tu sais faire preuve d'esprit critique? Et alors, c'est intéressant parce qu'on peut voir un petit peu deux niveaux d'esprit critique. Un esprit critique plus analytique qui va analyser les sources, évaluer la fiabilité. Et puis, l'autre partie de l'esprit critique, c'est ce que disait Lippmann, c'est cette partie autocorrection. Voir qu'on a des biais cognitifs, voir qu'on n'est pas toujours très bon pour s'auto-évaluer, etc. Et donc, ChatGPT m'a répondu, je suis très doué. Alors, vraiment, aucune humilité intellectuelle chez ChatGPT. Alors, vraiment, je suis très douée pour évaluer la fiabilité, analyser un énoncé. Je sais faire ces choses très bien. Par contre, je ne sais pas me remettre en question. Je ne sais pas douter de mes propres compétences. Je ne sais pas dire où sont les limites de mes compétences et de mes connaissances. Je ne sais pas m'auto-corriger quelque part. Et c'est intéressant parce que c'était honnête aussi de la part de ChatGPT. Donc peut-être que si on rejoint l'idée émise par vos collègues tout à l'heure que l'esprit critique devrait être quelque chose de collectif, moi j'aime bien utiliser l'intelligence artificielle euh, comme un échange socratique quelque part, une pensée robotique qui m'aide à aller plus loin dans ma réflexion et peut-être que en ce sens, ça peut être un soutien à une pratique plus collective ou en tout cas en binôme de la pensée critique, tout en gardant en tête que effectivement même le ChatGPT est très honnête sur ses propres limites. Donc encore une fois, si c'est bien utilisé, peut-être que ça pourra aider au développement de la pensée critique. Alors, si je peux encore intervenir, si vous permettez, Allez-y. c'est juste pour donner un exemple de l'esprit critique, en particulier en médecine. Mhm. Vous savez tous que dans la pratique, on organise ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire, les fameux RCP. C'est justement pour mettre, j'allais dire, de manière collective, et les connaissances et les doutes de tout un chacun autour d'un seul problème. Et à ce moment-là, c'est évaluer une pratique
euh, concernant un problème précis qui, j'allais dire, a comme origine eh bien, des données encore plus importantes que si on était tout seul. Merci du commentaire. Mhm, mhm. Est-ce que vous voulez commenter un petit peu, Madame? Non, non, effectivement, je pense que ça rejoint ce que nous disions plus tôt, qu'effectivement, sans doute que l'esprit critique sera plus euh, efficace peut-être si on le pratique à plusieurs, et en ce sens, je vous rejoins tout à fait. Ben écoutez, le temps file, le temps avance. D'abord, je voudrais encore vous remercier pour cette brillante conférence. Et puis, effectivement, lorsque vous mettrez tout ça en bouquin, oubliez pas de nous envoyer le courriel et puis on va le publiciser à travers notre bulletin mensuel. Et En tout donc, cas, Oui. je- effectivement. Je vais en profiter avant de clore la séance pour annoncer les prochaines conférences. On a eu un printemps extrêmement chargé à date, mais là, on va avoir un petit répit parce que la prochaine conférence, c'est en mai. Donc, ça va être le 8 mai, la prochaine conférence. Et, bougez pas, euh, le sujet, c'est le conférencier, c'est-à-dire c'est le doyen Julien Poitras qui est le doyen de la faculté de médecine de l'Université Laval. Et je fais juste vous lire un petit peu le début de son résumé. On vit de plus en plus dans nos sociétés et nos systèmes de santé qui subissent des changements de paradigme sur les plans géographiques, économiques, culturels, environnemental. Comment y faire face? Et donc, la faculté de médecine va vous expliquer comment elle a délocalisé sa formation en fait, sa formation doctorale pour les étudiants de médecine. Donc, c'est le doyen Julien Poitras qui va vous expliquer ça. Et j'avoue que c'est une belle réussite à l'Université Laval et à la faculté de médecine pour nos étudiants. Le 15 mai suivra le professeur Jean-Marc Lévy Leblond. Et là, on saute d'un domaine à un autre. Et le titre de sa conférence, c'est Sans culture linguistique, pas de culture scientifique. Et donc, peut-être que ça va rejoindre un petit peu certains concepts qui a été développés par Madame Céline Schopfner. Le 22, ben là, on est rendu trop loin. Donc, je vous annonce les prochaines conférences, 8 juin et 15 juin. Et je vous rappelle que notre dernière conférence va être à la fin juin. Après ça, ben, ce sont les vacances d'été. Et nous allons conclure pour je ne sais pas trop quelle, là, je ne sais pas ça fait combien de temps, là, 9 ou 10e saison, là. Oui. Très bien. Ce sera en tout cas enfin là, on en est à 165 conférences, oui. Exactement. Et puis, je vous rappelle que toutes les conférences sont déposées sur notre site YouTube. Vous avez le lien à chaque bulletin. Donc, vous allez sur le bulletin grisoff.org et puis vous avez le bulletin qui est là et cliquez, le lien apparaît. Et puis, les conférences sont disponibles pour votre écoute en différé. Donc, Et merci encore à Madame oui, Céline. Et puis, une dernière chose, à l'avenir, pour ceux qui sont là, pour éviter les soucis qu'on a eus dans le passé, avant de vous admettre, j'aimerais que votre nom complet apparaisse. Et si possible, votre caméra, vous l'ouvrez en entrant pour que je puisse voir que c'est vraiment une personne et non pas autre chose. Et puis, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, vous pourrez refermer votre caméra. Mais je laisse pas rentrer personne si les noms n'apparaissent pas. on peut rajouter, Yves, il y a un certain nombre de noms que je n'identifie pas. Et donc, si vous ne recevez pas directement les annonces des conférences, vous nous envoyez un mail et on vous ajoute à notre liste avec grand plaisir. Tout à fait. Et puis pour compléter ce que je disais tantôt, il y a maintenant un traceur pour justement éviter que les choses malpropres se reproduisent. Merci en tout cas pour votre invitation et puis pour votre Merci participation. beaucoup. J'ai été ravie d'être des vôtres aujourd'hui. Et on sera toujours heureux de vous accueillir parce que vous Merci faites partie beaucoup. de notre listing maintenant. C'est parfait, j'en suis ravie. Y compris Donc, sur celle ces... sur le partage de l'ignorance de Jean-Marc Lévy-Leblond, ça peut vous intéresser. Je note. Merci pour la référence.